Joliba Afternoon News. Nos invités ont donné leur point de vue sur les circonstances du décès du principal suspect dans la tentative d'assassinat du président de la transition. C'était lors de notre édition spéciale. Vous aurez le décryptage dans ce journal. L'actualité internationale nous amènera entre autres en Tunisie. Le calme est revenu autour du Parlement après une nuit d'affrontements. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Les examens du certificat d'aptitude professionnelle se déroulent normalement à Bamako et à l'intérieur du pays selon les autorités. À noter que cet examen intervient malgré le blocus des enseignants signataires du 15 octobre 2016 qui envisagent cependant d'aller en grève à partir de ce 9 août. L'agresseur du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est décidé à annoncer le gouvernement malien ce dimanche soir dans un communiqué. Dans notre édition spéciale d'hier de la mi-journée sur l'affaire, nos invités ont donné leur point de vue sur les circonstances du décès et la suite des événements. Le décryptage avec Aruna Salia Kone. L'agresseur du président Assimi, le suspect numéro 1 dans l'affaire dite d'atteinte à la sûreté de l'État, est mort. Quelques informations circulent déjà sur l'identité de l'auteur, mais il y a beaucoup de flou autour des circonstances de son décès. Et il m'est revenu qu'il s'appelle Alassane Touré, originaire de Nyono, né en 1991 et il habitait en commune 6, notamment à Irimadjou. Il n'a pas un travail fixe. Il n'a pas un travail fixe. On a besoin d'explications. Moi, pour terminer, j'étais au courant de la mort dimanche matin. Si je suis au courant de la mort dimanche matin, ça veut dire que d'autres étaient au courant bien avant. Est-ce qu'il n'est pas décédé la veille? Pourquoi on a attendu le lendemain? Ce sont des questions en tant que journaliste qu'on a le droit de se poser aujourd'hui. Donc, le communiqué du gouvernement n'a visiblement pas convaincu l'opinion selon les débatteurs reçus dans notre édition spéciale sur le sujet. Le communiqué du gouvernement de la République n'a peut-être pas convaincu beaucoup de gens. Vous avez vu tout à l'heure. Il y a des doutes. Donc, il faut les convaincre, il faut que le procureur s'exprime et qu'on ne cache rien. Peut-être que le gouvernement n'a d'ailleurs rien à cacher là-dessus. L'opinion publique, les internautes ont parfaitement raison de douter. Le doute est vraiment permis. Pour la suite des événements, nos invités s'inquiètent de l'hypothèse dans laquelle les informations laissées par l'agresseur seront utilisées à des fins politiques et répressives. Maintenant qu'il est mort, tout est possible. Si on veut chercher des poux dans la tête d'un opposant ou de quelqu'un supposé être tel, comme l'a dit Maître Marico, on va réunir des indices pour dire avant de mourir, le suspect a dit ceci, a dit cela. Donc sur la base des indices que le suspect a laissés, telle et telle autre personne sont ses complices. En matière de droit, l'enquête peut continuer quoique cette disparition peut impacter négativement sur la manifestation de la vérité, estime Maître Marico. C'est possible que l'enquête puisse continuer si déjà il y avait des indices donnés par l'auteur principal. Il faut aller maintenant exploiter ces indices parce qu'en droit, on ne peut pas dire que l'infraction est totalement éteinte si l'auteur avait des complices ou bien s'il y avait des co-auteurs. Même si l'auteur principal décède, les complices et les co-auteurs peuvent répondre de leurs actes. Bon, au début, ça peut avoir un impact sur la manifestation de la vérité. Mais je sais que de fil en aiguille, on saura ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Je sais que tôt ou tard, quelqu'un sortira de ce lot-là pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Cette disparition de l'agresseur du président fait déjà couler beaucoup d'encre. L'affaire prend ainsi une nouvelle tournure, sans nul doute inattendue. La population est sortie massivement dans les rues de Bamako hier dans l'après-midi pour protester contre l'assassinat du jeune Abdoulaye Keïta âgé de 19 ans. Notre reporter Adama Sanogo était sur les lieux. Suivons cette réaction de Yacouba Doumbia. Nous interpellons ici le ministre de la Sécurité intérieure, le directeur national de la police, le syndicat de la police, le procureur de la République, le procureur de la commune 4, Akim Kera. C'est un acte criminel. Ça mérite d'être jugé. On a su maintenant que le Mali n'est pas un pays de droit. Ce n'est pas la première fois qu'un citoyen malien tue par un policier. Le Kadikaï, le soi-disant policier est à Bamako en train de travailler. Ils ont tué devant la devanture de Mahmoud Digo.
Entretien exclusif avec Sébastien Kouma et son coach Labas Diabaté depuis Tokyo au Japon dans le cadre des Jeux Olympiques 2020. Suivons. Donc, je m'appelle Sébastien Kouma. Je pratique la natation depuis l'âge de 4 ans. Très bien. J'habite à Dijon et je Dijon, nage en France. donc à Dijon. Oui, En à Dijon en France. France, oui. Et je nage donc sous le club de Dijon, mais aussi bien sûr sous les couleurs maliennes. Alors, représenter le Mali sur les Jeux Olympiques, qui sont la plus grande compétition mondiale, c'est un énorme honneur, une fierté immense, parce que c'est le rêve de tout sportif de participer à cette compétition. J'ai tout donné. J'ai effectué ici mon record sur ma course, le 100 mètres brasse. Donc, je suis très fier d'avoir pu porter les couleurs maliennes haut, tout du moins j'espère, pour le peuple. Effectivement, je ne passe pas les séries, le cap des séries, mais le point qui est positif et je pense qu'il faut retenir, c'est le nouveau record national parce qu'en natation, on se bat contre le chrono et aussi contre les autres. Mais là, en fait, le fait de ne pas passer le premier tour, on va dire, n'est pas dramatique dans la mesure où je suis dans la progression et c'est ce que je veux retenir et c'est de bon augure pour la suite. Ok, merci. Moi, Labas Diabaté, l'entraîneur de l'équipe nationale junior natation au Mali. Je suis également l'entraîneur du club garde national au Mali là-bas. Ok. Donc, je suis vraiment très ravi de vous recevoir ce soir. Bon, vous savez, dès qu'on est arrivé, bon, avec vraiment tous ces fatigues-là, donc on a essayé de prendre directement le rythme japonais. Donc, c'est-à-dire, on travaille deux séances par jour, ensuite une séance par jour, jusqu'au samedi. Voilà, pour ne pas trop fatiguer. Et puis, voilà, c'était un peu léger tantôt, et puis souvent, on appuie souvent sur l'accélération, quoi. Bon, moi, personnellement, je suis très content de son parcours. Bon, il a vraiment bâti son propre record, quoi. Donc, c'est la satisfaction vraiment pour nous, quoi. À présent, l'image du jour qui nous conduit à la découverte du monument cinéaste du Burkina Faso. Les travaux de ce monument ont débuté en septembre 1986 et se sont terminés en février 1987. Son inauguration a eu lieu en mars 1987, 2 ans plus tard, à l'occasion du 10e anniversaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. FESPACO est décidé l'érection d'un monument. En 1986 est publié le résultat du concours de la maquette de l'architecte Ali Fao et l'urbaniste Ignace Ouagadougou est retenu en raison de son originalité et son architecture futuriste. Ce monument symbolise les outils de travail des cinéastes, objectifs de caméra, bobine de film, zoom et téléobjectif. Le monument a été érigé dans le but de rendre hommage aux cinéastes. La libation organisée à chaque FESPACO selon la tradition africaine au pied du monument est une occasion d'honorer les ancêtres et de demander leur bénédiction. Une occasion également d'honorer ceux qui ne sont plus et qui ont œuvré positivement pour le cinéma africain. Suivons à présent l'actualité internationale avec Aminata Chektal. Les alentours du Parlement tunisien semblaient calmes ce mardi 27 juillet, un jour après que des affrontements ont éclaté entre des partisans du parti Ennahda et des personnes soutenant les décisions du président Kais Saied de suspendre le gouvernement et de geler les activités du Parlement. La Tunisie est confrontée à sa pire crise en une décennie de démocratie après que Saïed ait évoqué les pouvoirs d'urgence en vertu de la Constitution dimanche 25 juillet pour limoger le Premier ministre Hichem Mechichi et suspendre le Parlement pendant 30 jours avec l'aide de l'armée. L'ambassade de Cuba à Paris a déclaré ce mardi 27 juillet que son bâtiment avait été attaqué avec des cocktails Molotov, causant de graves dégâts, mais aucun blessé parmi le personnel diplomatique.
L'ambassade a publié sur son compte Twitter officiel des photos des dommages causés au bâtiment et a condamné l'attaque. Elle n'a pas dit qui elle pensait être responsable. Les responsables de ces actes sont ceux qui incitent à la violence et à la haine contre notre pays, a déclaré le ministère cubain des Affaires étrangères sur Twitter. Le porte-parole de la police n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. Retour au Mali, panafricaine des femmes toute cette semaine. Djoliba TV News va célébrer la femme malienne dans divers domaines d'activité. Ce matin, nous parlerons d'Ami Yerewolo, une rappeuse d'âme. Jeune et bourré de talent, Ami Yerewolo ou encore Dinfari pour ses fans, a su s'imposer comme la première femme rappeuse au Mali. À travers son inspiration et son amour pour le micro, elle a concurrencé le flot des rappeurs. Malgré sa licence en finance et comptabilité, la rappeuse a opté pour le rap. Luca Production. Moi, je ne m'attendais pas à être rappeuse parce que je ne viens pas d'une famille où on fait de la musique. Mais bon, je me suis retrouvée dans ça et j'ai jamais pris de cours de rap. J'ai jamais été voir quelqu'un pour écrire un texte. Elle n'a pas eu de parents qui a fait de la musique sa profession. Petit à petit, Dinfari s'est vu devenir une superstar. Depuis au lycée, je faisais des freestyles au lycée, mais ça, c'était pas encore sérieux. C'est vers 2009 que j'ai pris ça au sérieux et mon premier album, il est sorti en 2014. Donc, et depuis la sortie de mon premier album, je me suis dit, je pense que ça, c'est ma destinée, c'est pour ça que je suis là sur Terre et je suis faite pour ça. J'ai été critiquée, indexée, insultée, sabotée, rabaissée, parfois même des... Au Mali, les femmes rappeuses sont vues d'un mauvais œil. Cette société ne tolère pas certains comportements à l'endroit de la femme. Je suis venue dans ce secteur. Nous, les femmes, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains spectacles. On essaye de ne pas nous programmer. Parfois, certains nous ridiculisent et certaines personnes profitent même de l'aspect physique qu'on représente. Par exemple, moi, la façade que je représente, certaines personnes profitent juste de cette façade-là pour nous détester. Un des combats menés par la pionnière du rap malien a été et demeure la défense de la cause des femmes rappeuses. Ami Yerewolo se bat nuit et jour pour que les jeunes filles qui sont dans la rue, qui sont comme elle, qui ont la même passion qu'elle, puissent vivre dignement de leur acte, qu'elles ne soient plus obligées de quitter la famille pour pouvoir faire leur passion. Après le travail, il faut donc s'attendre toujours à une récompense. Avec ses 10 ans de carrière, Ami Yerewolo a déjà aligné plusieurs prix. Bon, j'ai eu la chance d'avoir certaines reconnaissances, bien sûr, avec surtout les femmes qui sont au niveau de la presse du Mali, qui m'ont décerné un trophée femme battante de l'année. Ça, c'était en 2017. J'ai été meilleure rappeuse du Mali, j'ai été meilleure artiste féminin du Mali. Et donc, j'ai eu beaucoup de trophées. Et Moussoya aussi, avec ma marraine, Madame Koumbaba, m'a aussi décerné un trophée. Tout ne semble pas rose chez la rappeuse. Malgré son succès, elle est critiquée au quotidien à cause de son style vestimentaire. Au Mali, quand vous allez demander aux gens, c'est qui Ami Yerewolo? On va juste vous dire, ah, c'est une rappeuse et puis elle s'habille en garçon manqué, point. Les gens pensent que non, juste parce que je m'habille en garçon manqué, je suis une délinquante, je suis une moins que rien. Alors que Ami Yerewolo a 10 ans de carrière, Ami Yerewolo a 2 albums au marché. Ami Yerewolo est parti représenter dignement le Mali plusieurs fois dans la sous-région, à l'international. En dépit de ces critiques, il faut aussi ajouter les difficultés de la vie qui n'épargnent personne. Et je me suis toujours battue pour payer mes loyers, payer à manger, avoir tout ce que... Et je me suis toujours battue pour ne pas que... On dise, Ami Yerewolo, elle a commencé hier, elle a arrêté aujourd'hui. Même si je n'avais pas les moyens d'aller au studio, je travaillais à côté parallèlement. Je faisais des petits jobs pour pouvoir payer mes séances studio, pour pouvoir faire mes vidéoclips, pour pouvoir être là où les autres artistes sont. Les difficultés, il y en a toujours. Pour la défense de la cause des rappeuses, Ami Yerewolo reste déterminée. Raison pour laquelle elle a initié le festival Le Mali a des rappeuses qui est à sa 4e édition. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Djoliba TV News.
Joliba Afternoon News.